dans les profondeurs de l'économie africaine. Tout de suite, le journal. Ce journal vous est présenté par Fonds des promotions de l'industrie. Votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets. Merci de votre fidélité à Géopolis Télévision. Bienvenue à cette session d'information dont voici le sommaire. 20 ans de prison requis pour Matata Ponyo et ses accusés. C'est quoi accusé dans l'affaire Bokanda-Lonzo? C'est le réquisitoire du ministère public à l'encontre de l'ex-premier ministre. L'audience s'est déroulée en l'absence des accusés. À la une également, les discussions de Doha au Qatar entre les rebelles et la délégation de la RDC sont dans l'impasse. Plusieurs désaccords ont bloqué les pourparlers selon diverses sources. Au niveau africain, le Bénin et le Nigeria sont des champions du commerce transfrontalier des produits agricoles. Les deux pays entretiennent d'étroites relations en ce qui concerne les échanges des produits de base. Bonsoir à tous, je l'ai dit au sommaire, plusieurs sources affirment que les discussions de Doha au Qatar entre la délégation des rebelles et celle de la RDC sont dans l'impasse. Après plus de 3 semaines de négociations, les deux parties se heurtent à d'innombrables désaccords, laissant craindre une reprise de combat au nord et au sud Kivu. Suivez. Les autorités congolaises ne se sont pas encore exprimées sur ce blocage diplomatique ni sur la nature exacte des écueils auxquels ont achoppé les discussions. Il y a quelques jours pourtant, certaines informations faisaient état de quelques avancées dans les pourparlers. Ces échanges ont notamment facilité le retrait du M23 à Walikale le 2 avril dernier pour donner la chance au processus de paix. À présent, la situation se bloque à nouveau, notamment au sujet de la libération des prisonniers du M23. Kinshasa a libéré 5 détenus en signe de bonne volonté en échange du retrait du Walikale, mais le M23 dit ne pas reconnaître les personnes libérées. Les rebelles ont soumis à la médiation une liste de plus de 700 prisonniers à libérer, mais insistent également sur des mesures de confiance, note une source. Des désaccords auraient été constatés sur bien d'autres sujets encore. Comme Uhuru Kenyatta à un moment dans le processus de Nairobi, comme Joao Lorenzo dans le processus de Luanda, l'émir du Qatar, dans sa diplomatie silencieuse, fait face à son tour au blocage des pourparlers. Comme dans une suite logique, l'échec de la diplomatie fait craindre l'escalade militaire encore plus violente dans le nord et sud Kivu. Déjà, des affrontements ont été signalés mardi 22 avril entre les forces armées de la RDC et les rebelles du M23 dans la zone autour de Kibati dans le territoire de Walikale. Pendant ce temps, parallèlement au processus de Doha, d'autres efforts diplomatiques sont menés dans la région en vue de trouver la paix au conflit en RDC. Le médiateur désigné par l'Union africaine, Faure Gnassingbé, a rencontré tour à tour le président rwandais Paul Kagame et le président ougandais Yoweri Museveni. Faure Gnassingbé affiche l'ambition de poser les bases d'un dialogue constructif et d'une réconciliation durable pour une résolution pacifique de cette crise qui secoue la région des Grands Lacs, lit-on dans un communiqué de la présidence togolaise. Judith Souminois a accueilli une délégation des députés nationaux exerçant la médecine menée par le docteur Léon Kabamba, tout juste rentré d'une mission humanitaire au Burundi. Lors de cette rencontre, les parlementaires ont remis un mémorandum préoccupant décrivant les conditions de vie difficiles des réfugiés congolais ayant fui les violences dans l'est de la RDC. Ils ont également salué la décision rapide d'envoyer une équipe gouvernementale sur place. Dans Omat pour la suite.
De retour d'une mission humanitaire au Burundi, où ils se sont rendus pour évaluer la situation des déplacés congolais ayant fui les affrontements entre l'armée congolaise et les rebelles du M23, soutenus par le Rwanda, 5 députés médecins, accompagnés des 2 élus issus des circonscriptions proches des zones de conflit, ont présenté leur rapport à la première ministre Judith Suminwa. Le chef de la délégation, le docteur Léon Kabamba, a tiré la sonnette d'alarme face à une situation sanitaire critique, cas de malnutrition aiguë, épidémie de paludisme, de rougeole et de choléra, ainsi que des accouchements dans des conditions inhumaines sans assistance médicale. D'une manière succincte, la situation n'est pas bonne parce que ces enfants sont affamés. On a des femmes qui sont dans des conditions où elles ont besoin d'une assistance médicale, notamment pour leurs accouchements. Il y a beaucoup plus de maladies et il y a aussi un problème sur lequel on a beaucoup insisté. C'était un accompagnement psychologique de tous nos frères et sœurs qui ont fui la guerre de l'Est. Les députés se sont dit satisfaits en apprenant de la première ministre qu'une équipe gouvernementale a déjà été dépêchée sur le terrain pour venir en aide aux déplacés. Elle nous a rassurés qu'elle a déjà dépêché une équipe pour le soutien de nos compatriotes qui sont là-bas. Pour rappel, cet afflux massif des réfugiés est la conséquence directe de l'agression du territoire congolais par l'armée rwandaise et ses supplétifs du M23. Cette crise humanitaire nécessite une réponse urgente. Le gouvernement, dirigé par Judith Suminwa, qui a déjà réagi rapidement, entend intensifier ses efforts pour porter assistance aux familles congolaises en détresse. Financé par la coopération allemande via la KfW, un laboratoire allemand pour la santé mentale en partenariat avec l'Organisation internationale de la migration et les institutions nationales. Ce projet de 5 ans vise à renforcer la santé mentale et la cohésion sociale. Plus de 137 000 bénéficiaires directs sont ciblés à travers des centres communautaires, des formations spécialisées et des campagnes de sensibilisation. Blaise Kouzola. Dans son allocution, le représentant du ministre de la Santé a souligné avec force la nécessité urgente d'une telle initiative à l'ère où l'RDC est confrontée à des défis prolongés, notamment à l'est du pays. Alors le lancement de ce projet est donc si capital en ce moment et s'inscrit dans une vision stratégique visant à renforcer la résilience des communautés face aux conflits violents, tout en promouvant la cohésion sociale et en réduisant les inégalités entre les sexes. Ces projets ambitieux soutenus par la coopération allemande à travers la KfW en partenariat avec l'OIM et les institutions nationales s'étendra sur 5 ans. Il vise à promouvoir une approche intégrée de la santé mentale et de la cohésion sociale, ciblant plus de 137 000 bénéficiaires directs par les biais des centres communautaires de formation spécialisée et des campagnes de sensibilisation. Plusieurs intervenants de haut niveau ont également souligné la valeur ajoutée de cette initiative. La représentante de l'OIM a mis l'accent sur l'importance d'écouter les communautés et de s'appuyer sur leurs ressources culturelles pour la guérison. L'engagement et la participation de la communauté sont essentiels pour identifier les moyens de récupération culturellement acceptables. Et c'est pour ceci que nous voyons vraiment notre partenariat avec le ministre, surtout au niveau communautaire, que nous pouvons avoir beaucoup plus d'impact et longévité de ce programme, et parce que c'est les 5 ans, mais de construire la base pour le futur. Ces lancements marquent un tournant historique dans l'approche des politiques de développement et de paix en République démocratique du Congo, en mettant l'accent sur la dignité humaine, le bien-être psychologique et la reconstruction du tissu social. Je l'avais annoncé en titre rebondissement dans l'affaire Boukangalonzo. Le ministère public a requis une peine de 20 ans de travaux forcés à l'encontre de l'ancien Premier ministre Matata Ponyo et de ses co-accusés Christophe Glaubert et Deogracias Mutombo. Le parquet près la Cour constitutionnelle a également demandé leur arrestation immédiate. L'audience a été marquée par l'absence des 3 prévenus qui ont chacun avancé des motifs jugés irrécevable par la Cour. Patience Lokeke.
Malgré l'absence de l'ancien Premier ministre Augustin Matata Ponyo et ses co-accusés, notamment l'ancien gouverneur de la Banque centrale du Congo, Deogracias Mutombo, et l'homme d'affaires sud-africain Christophe Grobler, à son audience de ce mercredi 23 avril, la Cour constitutionnelle a poursuivi l'instruction par défaut de comparution de ces trois prévenus. La Cour retient le défaut à l'égard de tous les trois prévenus, tout en soulignant que, en ce qui concerne le prévenu Grobler, la loi est claire. Pour qu'un rapport médical soit pris en compte, il faut la signature de 3 médecins. Et pour le prévenu Matata, c'est son droit le plus légitime. On ne revient pas sur ce que le procureur général a dit, mais on souligne tout simplement que la Cour n'a pas connaissance d'une quelconque décision ou prise de position de l'Assemblée nationale. Les députés peuvent parler, ils sont libres, mais l'institution Assemblée nationale n'a pris aucune position. Le ministère public a quant à lui requis 20 ans de travaux forcés contre les députés nationaux Augustin Matata Ponyo et ses co-accusés, l'arrestation immédiate des accusés, mais aussi l'inéligibilité de l'ancien Premier ministre pour 10 ans pour détournement de plusieurs millions de dollars américains. Les infractions de détournement de la somme de 15 de Christo Grobler Stéphanus et de détournement de la somme de 80 millions de dollars mis à charge de Prévenu Matata Ponyo, Augustin et Mutombo, Mwananyembo, Deogracias. De les condamner par conséquent, chacun à 20 ans de travaux forcés, d'ordonner leur arrestation immédiate, de condamner en outre les prévenus Matata Ponyo, Mapon Augustin et Mutombo, Mwananyembo à l'interdiction des droits de vote et d'éligibilité après l'exécution de la peine pour 10 ans. L'affaire a été prise en délibéré par la Cour constitutionnelle qui rendra son arrêt le 14 mai prochain. Les députés nationaux Augustin Matata Ponyo, l'un des principaux accusés dans les débâcles de ces projets du parc agro-industriel de Bukangalonzo, avait décidé de suspendre sa participation aux audiences en se fondant sur la position adoptée par l'Assemblée nationale lors de sa plénière du 17 avril dernier. Restons toujours dans le domaine de la justice. Condamné en première instance par la Cour militaire de Kinshasa-Gombe et radié des rangs de l'armée pour vol d'effets militaires, le major Pascal Longbo a vu sa peine revue à la baisse. La Haute Cour militaire a réduit sa condamnation à 89 mois de prison et annulé sa radiation des forces armées. Les raisons ayant conduit à cette atténuation de peine sont à découvrir dans cet élément signé dans mon mat. Condamné en première instance sans circonstances atténuantes à 10 ans de servitude pénale principale par la Cour militaire de Kinshasa-Gombe, le major Pascal Longbo avait également été radié des rangs des FARDC pour vol d'effets militaires commis dans une école logistique située sur le site logistique central dans la commune de Bandalungwa au cours des mois de février et mars 2022. Toutefois, la Haute Cour militaire vient de réduire sa peine, jugeant son appel recevable et partiellement fondé. Bonjour Longo. Hollandi décision à Haute Cour. Haute Cour et lobby. Infraction il y a vol de la machine on a les armes. Cependant, Bakiti Sipen Nayo, les acquis il y a 10 ans, Bakiti on a 89 mois, ce qui fait 7 ans et 5 mois. Et Balongo il peine il y a Bengalon a fait la sauce. Kukuta maya mkanda l'État, ndam nous a pris en charge ma trésor public. Plus rien n'étant en rôle, l'audience de ce jour est levée. La Haute Cour a motivé sa décision en précisant que les 79 machines à coudre volées par les prévenus dans l'école logistique du FARDC ne constituaient pas de biens militaires au sens strict comme l'avait soutenu le premier juge. Elle a estimé qu'il s'agissait plutôt des biens appartenant à l'État congolais que l'accusé avait l'obligation de protéger, d'où la réqualification des faits. Les objets volés comprenaient entre autres 65 machines à coudre, dont 45 à
pédale et 20 manuels, ainsi que 11 sièges de machines à coudre destinés à l'apprentissage de la couture par les militaires. La décision du juge d'appel a réjoui les condamnés qui pourra réintégrer l'armée une fois sa peine purgée. La RDC a reçu son invitation pour les obsèques du pape François prévues le samedi prochain au Vatican. La ministre Thérèse Kaikwamba l'a reçue à l'Annonciature où elle a signé le livre de condoléances. Patience Lokeke pour plus de détails. Suite au décès de sa sainteté, le pape François, la ministre des Affaires étrangères, Thérèse Kaikwamba, a signé les livres de condoléances ouverts à l'Annonciature apostolique à Kinshasa. À cette occasion, elle a reçu de main du nonce apostolique l'invitation officielle adressée à la République démocratique du Congo pour participer aux obsèques du souverain pontife. Nous savons que le pape a toujours été à nos côtés. Il a plaidé pour surtout la population congolaise. Il a rendu à travers sa vie, à travers son pontificat, un hommage remarquable au saint qui a inspiré son nom, le saint François d'Assise. Il a incarné un leadership qui est une inspiration pour nous tous. La ministre a déclaré que la disparition du pape François représente une perte immense, non seulement pour l'Église catholique, mais pour toute l'humanité. Je pense que c'est une grande perte pour toute l'humanité, pas seulement le monde chrétien ou catholique, mais en même temps, en tant que catholiques, nous sommes réconfortés dans la certitude que ce n'est qu'une étape, ce n'est pas la fin. Et nous sommes aussi motivés à tirer l'inspiration nécessaire de son leadership, de son pontificat, pour voir comment nous pouvons continuer en tant que chrétiens, en tant que leaders, à changer ce monde qui a tant besoin et qui avait tant besoin de compassion, d'amour et d'humilité. Pour rappel, le pape François est décédé le lundi 21 avril. Ses funérailles sont prévues pour le samedi 26 avril au Vatican. Parlons sport à présent. En visite en Tunisie, le ministre des Sports Didier Boudimbou a rencontré les léopards de moins de 20 ans en stage préparatoire avant la CAN Égypte 2025. Il a adressé un message d'encouragement aux jeunes joueurs qui débuteront la compétition le 2 mai prochain face au Ghana à Suez. Blaise Kouzola. En préparation pour la Coupe d'Afrique des Nations U20, prévue du 26 avril au 18 mai en Égypte, les léopards U20 de la RDC ont reçu la visite du ministre congolais des Sports à Tunis, où ils effectuent leur dernier stage. Ces moments d'échange forts en émotion a été marqué par les discours inspirants du sélectionneur Guy Boukassa et du ministre. Le coach Guy Boukassa a salué les efforts de son équipe, soulignant leur détermination qui a permis à la RDC de remporter le tournoi de l'UNIFAC, une victoire historique donnant accès à cette CAN. Il a également exprimé sa gratitude envers le gouvernement et la fédération pour leur soutien en appelant à l'unité pour porter haut le couleur de la République en Égypte. Que nous avons entamé notre préparation, les choses se passent correctement. Les garçons n'ont qu'un seul objectif, c'est d'honorer la République. Avec l'aide de Dieu, l'accompagnement du gouvernement que vous représentez ici, et aussi de la fédération représentée par la Ligue nationale de foot des jeunes. Nous osons croire qu'ensemble, nous nous rendrons en Égypte pour honorer la République. Le ministre des Sports, Didier Boudimbou, de son côté, a félicité les jeunes joueurs pour leur performance et les a encouragés à viser la victoire, allant même au-delà de l'objectif des demi-finales. Pour moi, je ne pense même pas qu'on va viser la demi-finale, mais c'est la finale et rapporter la coupe au pays. Nous sommes un pays en guerre, un pays agressé. Vos parents, nos parents actuellement ont une certaine blessure. Ils ont besoin d'être soulagés, ils ont besoin d'avoir le sourire. Et le sport, surtout le football, c'est le sport qui réunit tout le monde. Opposants, même dans les zones occupées, si vous faites de bons résultats, même à Goma, à Bukavu, les Congolais qui sont là-bas, qui sont en train de passer des moments très difficiles, ils seront contents. Les léopards U20, déjà porteurs d'espoir, sont désormais investis d'une mission patriotique, ramener la coupe au pays. Le rendez-vous est pris en Égypte pour écrire une nouvelle page de l'histoire du football congolais.
L'actualité, c'est également en dehors des frontières congolaises. Place à présent à la page internationale. En Afrique de l'Ouest, le commerce agricole transfrontalier est l'un des plus importants du continent. Dans la région, le Bénin et le Nigeria entretiennent d'étroites relations au niveau des produits de base comme le riz. Blest Kouzola pour plus de détails. Entre octobre 2024 et janvier 2025, les exportations béninoises des riz blancs non basmati depuis l'Inde ont atteint 753 463 tonnes. Ces volumes représentent plus de 6 fois les stocks expédiés sur les mêmes périodes un an plus tôt par les pays les plus peuplés du monde. Cette explosion des achats a été favorisée par la reprise des exportations de l'Inde et la baisse des prix mondiaux portée par une récolte globale record. En effet, les premiers acteurs du commerce mondial des riz a levé le 28 septembre dernier les restrictions sur les exportations des riz blancs non basmati et supprimé le 23 octobre les prix minimum à l'exportation de $490 la tonne précédemment en vigueur. Ce contexte a stimulé les commandes des exportateurs nigérians qui se servent du port du Bénin comme d'un point de passage intermédiaire avant l'acheminement par les frontières terrestres vers la destination finale. D'après les estimations, près de 90% du prix acheminé vers les ports de Cotonou est destiné traditionnellement au marché nigérien dont les droits des douanes s'élèvent à 30% sur les riz importés contre 10% au Bénin en vertu du tarif extérieur commun de la CEDEAO. Bref, de l'ampleur de cette contrebande, le Bénin est devenu en 2024 le premier importateur mondial de riz indien avec 1,8 million de tonnes devant l'Arabie Saoudite 1,4 million de tonnes et la Guinée 1 million de tonnes. Le géant ouest africain a interdit les exportations des produits de volaille en 2022, a vu se développer un réseau de contrebande avec les achats de viande à bas prix acheminés au port de Cotonou et redirigés par voie terrestre vers les gros distributeurs nigériens. Restons toujours en Afrique de l'Ouest où avec la mine Ewoya, le Ghana s'apprête à produire 3,6 millions de tonnes de concentré de spodumène de lithium sur 12 ans. Tandis que la moitié du concentré est déjà vendu à l'avance, le gouvernement souhaite raffiner localement le reste avec l'appui du propriétaire de la mine Atlantic Lithium. Suivez. Le Ghana pourrait perdre jusqu'à 500 millions de dollars s'il s'élance trop tôt dans la transformation locale du lithium extrait sur son sol. Cette perte s'expliquerait par l'impossibilité pour une raffinerie ghanéenne d'acheter les concentrés au prix du marché sans fonctionner à perte. Pour être économiquement viable, l'usine devait acquérir le minerai à un prix inférieur à celui que peuvent offrir les raffineries chinoises qui dominent actuellement les secteurs. Cette fragilité s'explique par le contexte mondial du raffinage de lithium. Une usine implantée au Ghana ferait face à des charges plus lourdes que ses concurrentes asiatiques. Coût du capital plus élevé, importation de principaux réactifs chimiques nécessaires au processus industriel, incertitude sur la capacité à vendre ou valoriser les sous-produits. Les auteurs appellent ainsi à porter une attention particulière à certains signaux économiques comme la résomption sur la surcapacité chinoise, l'émergence effective d'une demande régionale en carbonate de lithium ou le développement de capacités de fabrication de batteries et de cathodes hors d'Asie. Cette réflexion dépasse le seul cas du Ghana ou du lithium. Elle soulève plus largement la question de viabilité de projets de transformation locale dans les pays africains producteurs de minerais stratégique. Faute de volume suffisant, le débouché industriel solide ou des capacités technologiques maîtrisées, de nombreuses initiatives visant à raffiner ou à transformer localement les ressources extraites sur le continent font face à des risques de rentabilité. Mutualiser les volumes, partager les infrastructures, coordonner les stratégies industrielles, autant de pistes qui pourraient sécuriser les approvisionnements et renforcer les pouvoirs de négociation des producteurs africains face aux grands acheteurs internationaux. Place à présent à la revue de presse dans cette sélection et commentaire de Rachel Misenga.
Mesdames et messieurs, bonsoir. Ouvrons cette revue de presse avec EcoNews. Les PPRD définitivement effacés du paysage politique. Sur ordre du VPM en charge de l'intérieur, Jacquemin Chabani, EcoNews affirme que ces activités sont suspendues sans délai sur l'ensemble du territoire au nom du respect de la législation. Pour le VPM en charge de l'intérieur, Ajoute Quotidien a intimé l'ordre à tout le gouverneur de province de faire observer sa décision suspendant les activités du PPRD. Épée de Damoclès sur le PPRD, c'est désolidariser de Kabila ou mourir avec lui. Conseil Info 27. Alors que le preuve de la coalition entre Joseph Kabila et les mouvements armés AFC M23 soutenus par le Rwanda s'accumulent et sont évidentes, les PPRD se retrouvent face à un dilemme historique. Pendant ces temps, les nouvelles en provenance de Doha au Qatar, où les délégations du gouvernement RD congolais et la coalition AFC M23 étaient en pourparlers, ne sont pas bonnes. Nous apprend Africa News et pour cause, les gouvernements de Kinshasa a campé sur ses positions, ne laissant aucune marche aux rebelles des M23 AFC, qu'il accuse d'être de pions du Rwanda. À en croire les tri-hebdomadaires, l'accord final rédigé depuis une semaine n'a pas pu être signé. La coalition AFC M23 a claqué la porte au motif qu'aucune de ses revendications n'a été prise en compte par le gouvernement congolais. Les discussions directes de Doha dans l'impasse, écrit de son côté le quotidien, en effet explique les tabloïds. Après 3 semaines de discussions, les deux délégations peinent à se mettre d'accord et se sont séparées sans un compromis ni un accord pour mettre fin à la crise congolaise qui n'a que trop duré. Et pour cause, la pomme des discordes se trouverait au niveau de la libération des prisonniers de l'AFC M23. Parlons justice. Conformément à son renvoi du lundi 14 avril 2025, la Cour constitutionnelle nous apprend le phare, confirme la tenue de son audience publique de ce mercredi 23 avril dans l'affaire en continuation opposant les ministères publics aux prévenus Matata Ponyo Augustin, Gobler, Christo Stéphanous et Mutombo Niembo Deogracias. En effet, explique les quotidiens, dans un communiqué de son parti politique Leadership pour la gouvernance et le développement LGD, annonce que son président national ainsi que ses avocats ne comparaîtront pas à l'audience ce mercredi 23 avril devant la Cour constitutionnelle. Raison évoquée, le caractère irrégulier, illégal et inconstitutionnel de la procédure engagée dans le cadre de l'affaire politico-judiciaire Boukangalonzo. En vertu de la constitution congolaise, rappelle Africa News, aucun député ne peut être poursuivi sans l'autorisation préalable de l'Assemblée nationale. Or, dans ces cas précis, soulignent les tri-hebdomadaires, aucune levée d'immunité n'a été constatée. L'attitude de la Cour à maintenir les audiences en dépit de ces vides juridiques alimente les soupçons de partialité et de manipulation politique. Pour sa part, Forum 2As constate qu'une crise silencieuse mais croissante se profile entre l'Assemblée nationale et la Cour constitutionnelle de la RDC, exacerbée par l'affaire Boukangalonzo, qui ne se limite plus à une simple accusation de corruption, mais devient un texte majeur pour l'interprétation de la Constitution et des respects de procédures instituées pour protéger les élus du peuple. Enfin, Mbemba et son secteur chaotique déplorent Congo Nouveau. Au moins 185 personnes ont perdu la vie dans des naufrages survenus au cours des 6 derniers mois sur le cours d'eau de la RDC, rappellent les tri-hebdomadaires. Durant cette même période, plus de 600 personnes sont portées disparues, tandis qu'au moins 275 ont pu être secourues suite à ces tragédies. Mesdames et messieurs, ainsi prend fin cette revue de presse. Bonsoir chez vous. C'est la fin de cette session d'information, mais avant de la boucler complètement, je vous en rappelle ses principaux titres. 20 ans de prison pour Matata Ponyo et ses co-accusés dans l'affaire Boukangalonzo. C'est le réquisitoire du ministère public à l'encontre de l'ex-premier ministre. L'audience s'est déroulée en l'absence des accusés. Et puis vous l'avez suivi, les discussions de Doha au Qatar entre les rebelles et la délégation de la RDC sont dans l'impasse. Plusieurs désaccords ont bloqué les pourparlers selon diverses sources. Et puis au niveau africain, vous l'avez suivi, le Bénin et le Nigeria sont des champions du commerce transfrontalier des produits agricoles. Les deux pays entretiennent d'étroites relations en ce qui concerne les échanges de produits de base. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi et bonne suite de programmes sur Géopolis Télévision.
journal vous a été présenté par Fonds des promotions de l'industrie.